Lorsque mes parents ont quitté l'Algérie, et le peu qu'ils possédaient, ils ne se sont pas posé de questions. Il s'agissait alors de nourrir mes 7 frères et sœurs. À l'époque où la France avait besoin de main-d'œuvre bon marché, ils ont donc traversé la Grande Bleue comme des milliers d'autres familles. C'est 5 ans plus tard que j'ai vu le jour sur les terres de Guillaume le Conquérant, le 5 octobre 1973, en plein choc pétrolier. Alors moi, si je n'ai jamais connu la violence de la rue ou l'angoisse des bombardements, je me suis toujours demandé pourquoi d'un côté on m'apprenait à être un citoyen, et de l'autre, on me rappelait sans cesse que je n'étais pas d'ici. 42 ans plus tard, et sans le savoir moi-même, j'apprenais que j'étais le fruit de l'histoire, d'une histoire, bien plus qu'un citoyen, un pont entre les peuples, et la musique était le plus bel outil pour apprendre et surtout transmettre. Où sont les bandits? This is Lincoln Sugar Miner, father, alongside the son, Khalifa, coming to you right now. Où sont les bandits? On parle les brognards en Giorgio Armani. Mais où sont les bandits? Certainement pas sur les bancs de Matessi, non. L'autorité se meurt, les jeunes ont compris que la France avait peur de voir ses brebis s'intéresser de plus près aux affaires du pays. Ils préfèrent te voir jouer au tiercé à la loterie. À coups de RMI, on assomme les Antilles. La troll a détruit tous les rivages. Nos âmes libérées par des hommes dont le souci est à servir davantage. En fait, ce qu'on s'est dit qu'on ferait, c'est un espèce de documentaire. Il y a juste un truc. Franchement, ça me saoule. Grave, mais on n'est pas tout seul, on a des potes qui travaillent dessus. Au vote, à la main levée, il y a eu un titre qui a été voté. A priori, peut-être qu'à l'heure où je parle, il changera, mais je sais pas. Mais pour l'instant, tu sais c'est quoi? Non, c'est pas. Crème fraîche harissa. Mais moi, alors là... Moi, j'adore. Moi, il me sort par le nez. Moi, je pense que ça parle, et tu l'as dit plusieurs fois dans tes concerts. Moi, je suis Khalifa, crème fraîche, harissa. Ouais, après... T'es un rebeu qui est né en Normandie. T'as tous les codes de la Normandie, mais t'as tous les codes de l'Algérie, non? Les crus loukoum aussi. Johan, Les crus loukoum. Johan, la force de proposition. À l'époque, je savais pas c'était quoi une caméra. Je savais pas ce qu'était un clip. Il y a un mec, il a fait un clip pour moi à l'arrache en 15 jours. Qui a fait le tour de France et d'ailleurs, c'est lui. On s'est retrouvé dans un délire avec Ségolène et Nicolas qui a fait le tour de la France. Tu sais, là, à l'époque des élections, on avait déliré Saint Roby. C'est lui qui a fait le clip. Ségolène se voit déjà la reine, une jolie femme à la tête de l'État. Faut un peu plus pour maîtriser les rênes qu'un beau tailleur ou qu'un joli minois. Nicolas, lui, fait toujours des siennes. À coups de masse, il remanie l'acquis. Toute la crasse des banlieues parisiennes. Au jet de haine, il nettoie vos soucis. Monsieur Jacques est en 4 contacts. Nicolas entre à la police. Mon Lionel, on a plus ton portable. Ségolène, où sont les socialistes? Bon, c'est assez sarcastique. Vous n'épargnez ni l'un ni l'autre. Hein. Et Ségolène et Sarkozy. Non, c'est dans la tradition, je reviens sur la tradition reggae, c'est-à-dire griot électrique. J'utilise le son, j'utilise l'électricité pour aller de village en village. On dirait un peu la rythmique aux armes, etc. de Gainsbourg d'ailleurs par moment. Et Slide Dunbar et Robbie Shakespeare avaient joué, je crois, sur cet album. C'est un petit clin d'œil aussi. Ben, ils ont C'est une reprise de la Marseillaise, il faut le dire aux armes, etc. Tout à fait, ils ont composé l'album de Serge Gainsbourg. Ouais. Et donc forcément c'est leur touche. Donc le disque va sortir le 15 décembre. Alors le truc, 15 décembre, ouais, 15 décembre, c'est vrai, c'est moi qui l'ai dit. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai balancé le truc et je suis passé à autre chose. Et on m'a demandé, j'ai eu plein de journalistes qui sont venus me voir, quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il sort. On n'avait rien prévu. Ils avaient besoin d'une date. J'ai dit 15 décembre. Ah oui, mais non, ils voulaient une date. J'ai dit 15, ça va. Résultat, il a fait un super truc. Avec la caméra de ma sœur. Voilà. J'ai construit un pupitre. Et messieurs, dames, On a tourné, j'avais pas réellement de scénario. On devait tourner à la mairie. On devait tourner à la mairie. Stanley Kubrick de Normandie.
So Khalifa, why you choose reggae to express yourself? Actually, when I was a kid, my brothers, eldest brothers, used to listen to reggae music every day with another band, The Doors and Jimi Hendrix, and I grew up with this music. And it is the first music, although I was listening to funk, classical music, disco, and so many kind of music. This music hit me because it deals with everyday life and social problems and political commitments, you know. So everything coming from the heart deal with me. I feel concerned. So this music deals with love and justice. That's why I love it. Okay. Yeah. Enough respect. Yes, enough respect. Khalifa, peux-tu nous parler du quartier où tu as grandi, le quartier du Chemin Vert? C'est un quartier, j'ai envie de dire typique, à côté de la ceinture périphérique, avec son centre commercial, CMJC, son centre socio-culturel. Des années 80 jusqu'à la moitié des années 90, eh bien, j'avais ma bande de potes. On était des petits filous, mais des gentils filous, et je revois quelques personnes, quelques potes de l'époque aujourd'hui. J'y ai passé vraiment des années heureuses, des années d'insouciance. On n'avait aucun problème de violence, de ségrégation, de problème avec la police. En tout cas, on n'avait pas pris chemin avec la bande de potes et de copines qu'on était là. Pour moi, ce quartier, le quartier du Chemin Vert, représente d'excellents souvenirs. Mes parents sont arrivés en France dans les années 60 pour des raisons économiques. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, à l'époque mes parents avaient déjà 6 enfants, 62, puis 7 en 66, et ils sont arrivés en France en 68. Voilà. Mon père est arrivé pour travailler dans une usine, l'usine de Blainville-sur-Orne, en Normandie, qu'on appelait il y a très longtemps la Savième. Et donc, comme des milliers d'immigrés, il est venu pour gagner sa vie et aussi pour aider à reconstruire la France. Voilà, aider la France à se développer. Qu'est-ce qui pousse l'adolescent que tu étais à monter sur scène et à faire du reggae? La fameuse MJC du quartier, elle a une histoire très importante. Avec les copains, on partait tous les soirs, on traînait, puis à un moment donné, on a monté un atelier vidéo, puis on a monté un atelier répétition, où on passait des heures, ils nous laissaient même les clés, parce qu'on n'était pas des mauvais bourgs. Et on ressortait, il était 3h du matin, on avait tapé comme des fous, on avait une basse, une batterie, et voilà. Et de fil en aiguille, j'ai vraiment eu du plaisir à chanter n'importe quoi. Et puis, on se retrouve avec une section rythmique au bout de 3-4 ans qui commence à tenir la route. Des gens qui souhaitent se professionnaliser sans le savoir, parce qu'ils veulent tout simplement, ils ont l'envie. C'est un début qui commence par le plaisir et l'envie. Et des choses à dire, plein de choses à dire, qui correspondent aussi à nos âges, voilà. On a envie de changer le monde et tout ça. On va partir tous ensemble vers les cieux et on va chanter. Moi, le souvenir que j'ai, c'est de me pointer sur le conseil de son frère, en fait, Brahim, qui me dit « Mon petit frère fait de la musique au Chemin Vert. Tu devrais aller jeter un œil, éventuellement un guitariste supplémentaire serait le bienvenu, etc. » Donc je me pointe à une répète et je découvre une brochette de jeunes du Chemin Vert, avec à leur tête, on va dire, Khalifa, qui drivait un peu tout le monde, qui était un fan de Bob Marley, tout simplement, qui connaissait tout Bob Marley,
par cœur, ce qui n'est pas évident, qui réussissaient à le chanter. Et ça m'a fait un choc en fait, quoi, de voir ces gars-là faire cette musique-là avec autant de sincérité, de simplicité, et avec un son qui était déjà très mature par contre, parce qu'ils cherchaient le root, ils cherchaient l'essence du reggae, vraiment le basique de cette musique, et ça fonctionnait. La statue de Jeanne d'Arc qui se trouve à Caen actuellement, place de la Résistance, sur le socle il est gravé Oran 1931, Caen 1964. 1931 c'est l'année de naissance de mon père, qui est donc né à Oran. Donc il l'a vu durant toute son enfance, durant sa jeunesse et à l'âge adulte, devant la cathédrale d'Oran. Elle était placée devant. Et lorsqu'il est arrivé en France pour travailler, il retrouve cette statue, c'est l'ironie du sort. Donc c'était quand même une grande surprise parce que il a fait le voyage aussi, mon père, avec Jeanne d'Arc, enfin voilà, à des moments presque en même temps. Elle était dans sa ville et puis là il la retrouve et puis un jour on voit le Front National aussi se recueillir devant. Toute cette symbolique, c'était assez étrange. Donc voilà là, ce qu'elle représente pour moi. Alors je t'ai expliqué, alors on est dans le train, on est à Tlemcen, on part à Oran avec... Peut-être. On est en Algérie. Voilà. Et donc Arnaud, Laurent, Lestin, Eddy, Miguel, et puis tous les amis. On a fait un bon concert hier. Non. Je lui mettrai une nuance. C'est pas qu'on a fait un bon concert. Le concert s'est bien passé. Le concert s'est bien passé. La nuance est de taille. En tant qu'auteur, il peut écrire des sujets très profonds, très sérieux, comme très ironiques, drôles, légers. Enfin, il est talentueux. Et puis en plus avec humilité. Il n'est pas là, go, machin, moi. C'est naturel d'un seul coup. Il transcende le groupe et il nous amène tous ensemble vers un truc avec le public, une communion. Et ça, quand ça marche, c'est super. Il n'y a pas encore si longtemps, je scrutais le quartier qui m'a vu naître. Du haut des 4 étages de mon bloc, l'œil aiguisé était un Shaolin cherchant son maître. Je baissais la tête sous un ciel bas pour éviter les chocs. Pour éviter les chocs. Maman. Aujourd'hui, quels sont tes liens avec la culture algérienne? Mon lien, c'est d'abord la famille. J'étais amené à m'y rendre pour des vacances, tout d'abord, et ensuite pour du travail, parce que de fil en aiguille, on est amené à rencontrer des gens, et j'étais invité à intervenir à Oran, dans la ville natale de mes parents, de mon père, auprès d'enfants de son quartier à Sénégal. Donc j'ai tissé un lien. Le fait de ne pas avoir été déraciné participe à la pacification de mon rapport à l'Algérie. J'ai pas la même vision que certains de mes frères et sœurs au sens large qui, eux, ont subi un déracinement. Quelqu'un qui quitte ses amis, qui quitte sa famille, qui marche des milliers de kilomètres, qui voyage sous des camions, qui se camoufle pour aller d'un endroit à un autre, il ne le fait jamais par plaisir. Donc il y a un trauma lié à ça. Donc moi, j'ai pas ce trauma en fait. Superstar. Mama, mama, esta mi candela. Tu me quieres, pero mama, mama, esta mi candela. Oh là. Et je reviens, me revoilà, jamais perdu, plutôt déchu. Un ange à chaque bras, mais jamais déçu, non. Car là-bas, y a de la lumière chez la maman. Maman. Pour moi,
le fait de venir jouer en Algérie, même si je suis né en France, on a eu un superbe accueil. Tu vois, les gens ils étaient contents de nous voir. Et ils nous ont fait un... De toute façon, tous les Algériens ici, ils nous font un accueil. Qu'on soit musicien ou pas, c'est beau. Le bon accueil. Le bon accueil, c'est tout. Un bon accueil. Voilà. Et du coup, ben, je viens aussi voir la tombe de mon père, qui est au planteur. Je viens de Nzo pour aller. C'est normal. Salam alaikum. Eh ben ça pousse de partout au moins. Là on est au printemps, c'est normal. On vient nettoyer dès qu'on peut. Une fois par an, c'est la forêt après. Et comme vous voyez, on vient rendre visite à nos défunts. C'est important, surtout le vendredi. Ils nous entendent, ils nous voient. Et on vient appeler les bénédictions de Dieu sur eux, tout simplement. Ils ont accompli leur mission. 1931, 1999. Ce qui est important, c'est la transmission orale en fait. C'est de pouvoir venir une fois, de retenir la place, voilà, de savoir où aller, mais il n'y a pas de plan à l'entrée. Il n'y a pas de plan. Et moi, j'ai trouvé une fois. C'était assez étonnant. C'est une anecdote. Je quittais la tombe de mon père et je voulais rendre visite à mon grand-père, mais je ne savais pas du tout où il était. Et ce que je vous dis, c'est la vérité, ça m'a même surpris. Je marchais le long de la côte, là, sans savoir, parmi les milliers de tombes. Et tout en bas, il y en a une que j'arrêtais pas de fixer, en fait. Et comme si celle-ci m'appelait. Je dis non, bah tu délires. Hein. Et je suis descendu, j'étais à cette tombe, et c'était la tombe de mon grand-père. Donc ça, c'est des choses qui sont en nous, en chaque être humain. Hein. Quand il y a un appel, le lien, le kebda, ça s'explique pas. Hein. C'est pas de la téléphonie mobile, c'est les ancêtres. Voilà. Ça dépasse la technologie. Ce que je tiens à dire aussi par rapport à l'arrivée de BT, Sly au Maroc, ils sont intégrés directement, c'est-à-dire que les premières choses qu'ils ont voulu faire, c'est d'aller dans la Médina, c'est to buy fruit and vegetables, to see the people, they went down in the streets. They are not disconnected with the people, and in Morocco, they try to find the vibe. 3 1. Qu'as-tu ressenti le jour où on t'a proposé de mener un nouveau travail en collaboration avec Sly and Robbie? Alors, c'est sans fausse modestie du tout. Hein. Quand je dis que je ne le vois pas comme une reconnaissance ou comme un aboutissement, je veux dire par là que ce sont des événements très importants qui jalonnent une vie. Et je pense aussi que c'est le résultat d'une attitude aussi qu'on peut adopter à un moment donné et qui porte ses fruits. Et pour ça, je remercie. Je remercie bien évidemment, je suis reconnaissant. Je ne le prends pas comme une reconnaissance, mais c'est moi qui suis reconnaissant. Et évidemment, lorsque des grands artistes vous demandent de chanter, oui, voilà, ils ne vont pas demander à quelqu'un de chanter s'ils estiment que ça n'en vaut pas la peine, je l'admets. Donc c'est un encouragement, c'était une façon de me dire moi continue, et c'était aussi une leçon dans le sens où vous rencontrez des gens qui ont un CV de 100 km, qui ont travaillé avec les plus grands, de Mick Jagger à Grace Jones en passant par... voilà, la liste est trop longue. Et à un moment donné, ils vous demandent de chanter avec eux. On se dit à ce moment-là, quelle modestie, et ils ont gardé l'oreille, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'ils reconnaissent quelque chose qui peut aller avec leur projet, voilà, ils invitent, ils sont ouverts, voilà, ils sont dans le partage aussi. The common ground is that we all love what we do. You know, we all have a respect for reggae music. So, you know, that really comes out across with working with the musicians and the different artists. You know, there's a common ground that we all share, the love for the music. Excellent. Khalifa? Bien, on est là pour donner ce qu'on a de meilleur. Et c'est vraiment la musique là qui nous réunit pour cet événement. Et comme l'a dit Sly et BT,
Il n'y a pas d'ego dans la salle de répétition. J'ai rencontré Ali Campbell, j'ai rencontré Beatty, j'ai rencontré Sly, Robbie et tous les musiciens derrière qui sont vraiment au service de la musique. Et on est là dans un moment de partage, vraiment. Et c'est là où on réalise que la musique est un vrai vecteur de communion quoi, entre les êtres humains. Franchement, c'est excitant et ça nous permet de nous découvrir humainement et de la même manière professionnellement. You've got to have love in your soul. See them fighting for power, but they know not the hour. So them bribing with them guns, spare parts and money. We like to sometimes go out and work with artists who people don't know of. Because you have to take each individual who has talent and bring them to the forefront. So we say no problem. You know, if the songs are good and we just try and put good rhythms behind the songs, you know. And we figure more or less, once the melodies and the vocal performance is good, it should be all right, you know. I think he's very positive too, you know. And he's a great person, you know. Dans tes relations avec les musiciens de Sly and Robbie, le Taxi Gang, comment expliques-tu la connexion particulière qu'il y a eu avec Nambo Robinson? Nambo Robinson était assis dans le hall de l'hôtel à Rabat. Je connaissais personne, à part Yacine, qui était le tour manager. Nambo était là, il a un visage qui dégage énormément de lumière. Et il vous attire, forcément. Et je m'assois à côté de lui, et on commence à parler. Et lui, avec son grand sourire qui le caractérise, parce que jamais il ne se sépare de son sourire, il peut oublier des choses. Il y a deux choses qui l'emmènent toujours avec lui, c'est son trombone et son sourire. Et on commence à discuter. Et j'ai été très surpris d'une de ses demandes, à un moment donné, lorsqu'on s'est un peu rapproché. Il me demande si je connaissais une mosquée pas très loin, dans laquelle il pourrait aller. Je dis peut-être que c'est pour une visite touristique. Et on se retrouve le vendredi, voilà, aller au grand rassemblement du vendredi, une mosquée ensemble. Et toi, comment la religion t'a été transmise? La remise en question, voilà. La religion, elle m'a été toujours transmise en ces termes, c'est-à-dire ne pas juger vite, ne pas juger tout court, et rester éveillé, les 5 sens ouverts, intérieur et extérieur. Voilà, c'est ce qui permet de cheminer, en fait. Et de là, on découle les épreuves et les bonheurs de la vie et comment les aborder. Voilà. Aujourd'hui, ça a été pour moi une sauvegarde, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je n'avais pas été musulman, si je n'avais pas rencontré l'islam, j'aurais été quelqu'un de radical. Voilà. Je pense que je serais tombé dans des extrêmes et non pas, comme certains le pensent, religieux. Bien au contraire. C'est bien l'islam qui m'a adouci, qui m'apaise, qui m'invite au quotidien, chaque jour, chaque minute, à adopter une attitude juste. So, how do you feel, Nambo? Hey, it's beautiful. This is my first time in such a big mosque. And alhamdulillah, I can say I'm happy. I feel the sun in my breath. I feel the river running through my Are you enjoying yourself? Yeah, really, because I met so much people, and all the people I met, thanks to Nambo, he took us everywhere in his van. You know, everywhere. He drive everywhere, and then the doors open everywhere we go, and the people welcomes us. You know, so what I just came. In fact, I am learning. On est arrivé chez China, grâce à Nambo, et sa maison, elle est connue sous le nom de Inadi Yard. Et voilà, et cet homme, Earl China Smith, c'est encore une légende vivante. Et il nous a fait l'honneur de prendre sa guitare et de partager de la musique avec nous.
d'accompagner l'émotion. Elle est là, elle est naturelle, elle est belle, l'émotion d'être devant des gens qu'on a écoutés étant gamin. Et dans nos CD, dans nos MP3, desquels on s'est inspiré, surtout. Voilà, sont des gens qui nous ont donné envie, à nous, de faire ce qu'on fait alors qu'ils sont à 7000 km. Et moi, fils d'immigrés algériens, Nesta, Arnaud, Benjamin, on a ce dénominateur commun, c'est cette envie de faire du reggae notamment, de la musique en général, mais du reggae aussi. Et on partage cet amour et on se retrouve dans ce lieu ensemble avec des gens qui ne parlent pas notre langue, mais avec qui on communique avec les mêmes notes, les mêmes mélodies. Et on partage ça. Et c'est assez énorme, humainement parlant. Voilà. Et j'étais très touché par leur générosité. Voilà. C'était formidable. Puis la Jamaïque, de fait, c'est le berceau du reggae. Donc nous, étant nés en France, d'origine d'eux ou pas, peu importe, c'est quand même malgré tout, quand on va là-bas, on y va en tant qu'Européen, voilà, parce qu'on a grandi ici. Et même si on s'intéresse à cette musique-là, c'est quand même la musique du bled là-bas. Donc là, on est vraiment retourné dans la marmite. Et avec Nambo, ouais, c'était magique. Tous les jours, on avait des plannings, quoi, tu vois. Le matin, on allait faire ça, le midi, on allait manger là, on répétait l'après-midi, le soir, on allait manger là-bas ou on allait voir un concert. C'était génial. Fantastique. On est ici au Bazar Naum. Et ce lieu, en fait, c'est un collectif artistique qui réunit un grand nombre de personnes, pas seulement des artistes, mais aussi des comptables, des gens de l'administratif. Et c'est d'abord un lieu de travail, en fait, un lieu de production. Il y a une salle de spectacle qui s'appelle le Studio 41. Il y a toute une programmation à l'année, une aide aussi pour les artistes qui veulent être en résidence. Et puis une radio. Une radio, c'est énorme. Il y a une programmation, on y apprend des choses avec Rémi, qui est le directeur d'antenne. Ensuite, je tiens à le dire, c'est important pour moi, c'est aussi un lieu de résistance. Pourquoi ? Pas de la résistance dans le cliché de la résistance, c'est-à-dire dans le militantisme de base. Non, ils sont là pour faire valoir mes droits. Quand moi, je pars à droite et à gauche, ils s'investissent. Il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans tout l'aspect social de notre société pour nous informer de ce qui se passe au niveau de notre corporation, mais pas seulement. C'est évident que c'est forcément un lieu de résistance de décider de fonctionner autrement. Et c'est aussi un lieu de proposition d'un fonctionnement futur différent, potentiel, quoi. C'est-à-dire que pourquoi il n'y aurait pas de plus en plus de lieux qui fonctionnent de cette manière-là, en toute autonomie, avec des projets tout simplement, avec des gens qui se rencontrent, qui ont envie de faire des choses et qui laissent de côté la rentabilité. À l'heure où on parle de vivre ensemble, tu vois, où c'est dans la bouche de tout le monde, là, ouais, le vivre ensemble, il y a des dossiers vivre ensemble, il y a des pubs vivre ensemble. Là, personne parle de vivre ensemble. Et ici, ils vivent ensemble. Voilà, vers l'extérieur. Ça part d'ici, mais ça émane, en fait. Donc, premier volet, lieu de travail, lieu de résistance et d'information, et espace de liberté. Mr. Nambo Robinson, yes, it's a pleasure to be with you. Yeah, man. Right here in Jamaica. Yeah, man. And we're having some rest after a very nice and hard week of work Yes, together. True. But I have understood that you are involved in a social project in Kingston. Could you explain us what you're doing? Yes, at the moment, my greatest priority, apart from immediate family, is what I call the hygiene workshop. Okay. You know? Was my desire to
make music with some young musicians. I've become aware of problems that the young students are having in the pursuit of their musical education. And it kind of touches me in a very soft place, you know. The problems are they're not new, but I think at this time, Jamaica and the cultural department of the government should be paying more attention to our culture, our young people who want to be musicians. Making this music, it serves multi-purpose. Okay. It's preserving the Jamaican music forms, the ska, mento, rocksteady, reggae, up to dancehall, and other music, Jamaican music. There are many of them, but these are the most popular ones that we want to preserve and present on a professional level. Another positive part is that all close to my heart, with great admiration, I look at these youths and I say to myself, such a good thing for them wanting to be musicians when they could be shooting people. Because it's not hard. It's not difficult to go into places and get a gun and be a criminal. And they choose not to do this. They want, and with all the difficulties that they're having, they still want to be musicians because they want to make something beautiful. And we appreciate it very much. And I know the youths, they will be remembering this for a long time. So we are also honored to be here. Thank you. Dans ta vie professionnelle, il y a aussi les ateliers socio-culturels. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces pratiques? On arrive à un âge où on a commencé à recevoir pas mal de choses. Et si on veut que ça fonctionne, ça continue comme ça, il faut aussi pouvoir nous redonner. On s'inscrit dans un flux. Il faut que ça puisse circuler. Donc le peu de choses qu'on a acquis, c'est bien, c'est de pouvoir le transmettre. On vient de passer le checkpoint qui nous permet de sortir de Jérusalem. Il y a une situation qui se passe de commentaires qui s'apparente, qui est liée à de l'injustice, voilà. Bon, maintenant on fait quoi? On est là pour quoi? On est là pour se lamenter, on est là pour critiquer, pour s'énerver? Non, nous on est là pour un atelier avec des gamins de Naplouse. D'ailleurs on est sur la route de Naplouse. Et je suis pas charpentier, je suis pas maçon, je suis pas docteur. Donc ce que je sais faire, c'est faire de la vidéo, c'est écrire, faire des chansons. Donc je propose ça, en fait, voilà. On est en lien avec des animateurs de Naplouse. Et on propose une semaine d'animation autour de la vidéo et de la musique. On ne sait pas trop, en fait, là, parce qu'on va voir le matos qu'il y a pas. Et on va pas improviser, on a des petites idées, mais on vient apporter ça, en fait. J'ai eu l'occasion d'entrer en contact avec
des associations, notamment une association qui travaillait sur Jenin, qui m'a mis en relation avec le centre social du camp de réfugiés de Askar. Et le fait d'avoir un intervenant extérieur qui se propose bénévolement, ça les a intéressés. Les gamins, encore une fois, étaient incroyables parce qu'on a produit, on peut dire, un clip. Il n'y avait pas des grands effets spéciaux à la George Lucas, mais en tout cas, 3 jours concrètement. Donc c'était très intense et ça a donné un résultat qui nous a amené ensuite au retour en France à imaginer d'autres projets. On a gardé le lien avec tous ces gens, bien sûr. Et puis ça nous a permis aussi de parler du quotidien des Palestiniens et de ce qu'ils subissent en termes d'occupation, ce qui était aussi très important pour moi. وهون في المفرق تاعهم دير الحطب وسالم وعزموط. And here like 3 villages. Here Salem village, in the middle Deir al-Hatab village, and here Azmut village. And on the mountain here settlement, Alon Murray settlement. Okay. So on this road was a checkpoint, small checkpoint. The Israelis make checkpoint and put like jeeps and tank. And cannot anyone from these villages enter the Nablus to go to university, to work, Yes. to study, anything. Okay, they couldn't go and work to university? Yes. Because Israeli close yeah. this, and when Israeli close this, cannot anyone from these villages enter Nablus. Okay. This is what we've done last week in the West Bank, Palestine. Yeah. We went there, though it was bombing the area, and we work with children, only children, to spread a word of peace, and we've done that. Salam, it means peace. Wicked. Yeah. It's a refugee camp. Just out of the Palestinian, right? Yeah, not far away from Jerusalem. You need for the one with Israel and them. Yes, that's right. Country. Yeah. That's all, man. Yeah, too, yeah. Hey, you have to mix it. You have to get some Israeli youth. Yes, to get them together. Yes, that's right. So they don't look one-sided. Yes, that's right. Because they didn't allow us to go on the other side because it was a war in last week. But it would be a good idea to get them together to talk about peace. Children just want peace. We are trying to help the people in this refugee camp of all ages, all kinds. But our main target group is the youth, children and teenagers and young people, because they are the biggest sector of the community in the Balata refugee camp. C'est la première fois que je vois un ghetto en fait. Des gens qui vivent 25 000 personnes qui vivent sur 1 km². Et ils ont occupé, ils utilisaient le moindre petit espace pour optimiser avec des bouts de briques et de broc, c'est juste impressionnant. Alors la nuit, là on est en plein jour, on y voit à peu près, j'ose même pas imaginer la nuit. For the people who are young and they cannot get a job, they cannot get married, they cannot establish a life, they're bored, they're depressed, they're frustrated. It can create suicidal attempts or tendency.
a lot of social and domestic violence inside the homes and inside the camp, that now we have a bigger problem in our schools. Nobody in the camp calls it a school. They call it the slaughterhouse. The slaughterhouse? The slaughterhouse. And the worst way, this is the problem, that everything is expressed in a violent way. According to you, this is not just a Palestinian problem. Yeah. This is a human being problem. Yes. What do we have to do first? The emergency. It is not fair to be born to a refugee parent, to a grandfather who is a refugee also, and continue to live your life as a refugee, forced to be under this kind of situation. So the first thing that needs to be done, and I think it's due time, and the Palestinian people cannot wait anymore. We have to have rights. Yes. We are Palestinian people, but for the world, we are not recognized. We have to be recognized in our own place, where we have dignity, we have borders, we have real government, we have real economy that can create a lot of business opportunities and jobs to solve our biggest problem, which is the unemployment. I don't want anybody to be against the state of Israel. I want people to be pro-peace, pro-justice. Pro-justice. For both. You know, first for the Palestinian people, because we don't have peace, we don't have justice, and we don't have a state. And people still smile. Yeah. Still, you know, strong and have a lot of hope and faith. Yeah. What can you do? You have to keep on struggling. You have to keep going. You have to keep up the fight. Keep up the fight. Est-ce que tu penses qu'une chanson doit jouer un rôle social ou éducatif? Je ne sais pas si elle doit, mais en tout cas elle peut. Il arrive que lorsqu'on écoute une chanson, qu'on soit touché par les paroles, qu'on soit touché par celui qui la chante, et même si on ne comprend pas des fois les paroles. Je pense évidemment à Marley, Bob Marley, qui, lorsque je ne parlais pas anglais, arrivait à me toucher. Est-ce que voyager, ça apporte quelque chose qui t'est nécessaire? Ça me permet encore une fois de nourrir mon inspiration et aussi de me rendre compte d'un quotidien, le quotidien des autres, d'autres peuples, d'autres gens qui habitent loin de chez nous. Et par conséquent, dans certaines régions aussi, ça permet de ne pas trop fantasmer sur certaines situations et de rentrer dans des problématiques, même si c'est très rapide, on est en voyage, donc c'est pas en 10 jours, en 15 jours, en 3 semaines ou en 1 mois qu'on peut tirer des conclusions, mais au moins on pourra dire qu'on a vécu des choses sur le terrain. Donc pour moi, c'est en fait un voyage, ça a valeur de beaucoup de livres et beaucoup de discours. C'est du concentré. En fait, là, on est en vieille centre-ville d'Oran, pratiquement dans un des monuments historiques de la ville, les bains turcs et l'hôpital de Koopman, juste à côté de la mosquée de la Perle, ce qui est maintenant le siège de l'association SDH, SDH pour Santi Sid El Houari. SDH est une association socioculturelle qui a été créée en 1991. Alors il y a une volonté aussi d'accueillir des groupes lors d'ateliers, des groupes internationaux avec l'association SDH. Au fait, ça reflète la ville d'Oran. Par exemple, moi personnellement, quand je vois SDH, ça reflète exactement la ville d'Oran. Oran a hébergé des différentes civilisations. Là, ici, dans le quartier, c'est le quartier espagnol, c'est le quartier turc et c'est le quartier des Arabes aussi. On sent qu'il y a un champ des possibles là, qui s'ouvre au peuple algérien, qui est presque palpable. Et on le sent dans la vie de tous les jours, dans leur façon de vous accueillir. Et moi, j'ai très envie aussi de participer à ce développement. L'idée me séduit d'être un pont entre mon pays, la France,
et mon pays, l'Algérie. Nous, on n'a pas été élevés avec le terme intégration, aucunement. Je pense que l'idée d'intégration, ça nous a été... on a voulu justement nous mettre ça dans la tête, mais on vivait absolument au quotidien de manière comme tout le reste de la population. Après, on nous a dit oui, intégrez-vous. On n'a jamais su ce que ça voulait dire. Voilà, moi je rêve en français, je parle en français, j'ai de l'humour en français. Ça n'avait aucun sens pour nous et ça n'en a pas plus aujourd'hui. Et puis le terme intégration, il est important dans le sens étymologique. C'est-à-dire que c'est apporter un élément extérieur à un ensemble donné. Donc pour parler d'intégration, il faut que tu sois un élément extérieur. Moi, je ne suis pas un élément extérieur à la société française. C'est vrai qu'insister sans arrêt sur ces petites différences qui n'en sont plus finalement. On est du même monde. Le fait d'avoir une société cosmopolite, c'est quelque chose de fait qui est là, de toute manière. Alors on peut réinsister dessus, on peut réexpliquer encore à certains que c'est tous les bienfaits de ce phénomène, mais c'est un peu revenir en arrière quelquefois. Ouais. Mais moi, cette double culture, elle a été juste la clé qui m'a permis d'ouvrir un nombre de portes incroyable. Quand tu adaptes une chanson du répertoire français, tu choisis Brassens. Alors pourquoi la chanson pour l'Auvergnat ? Si on écoute la chanson pour l'Auvergnat, avec ce qu'on a vécu dernièrement, je trouvais qu'elle était intemporelle. C'est-à-dire, ça parle de déracinement, ça parle d'un homme seul face à la vindicte populaire, face à l'oppression, face à l'injustice. Et elle est très lumineuse, cette chanson, parce qu'il y a beaucoup d'espoir. C'est ça qu'elle transmet, en fait. Quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Radio Bazarnaum, le bonheur au maximum. J'ai mon chez-moi, mon toit, ma famille, mes enfants. C'est une cabane. Voilà. Si t'es bien là-bas, t'es bien partout. Le deuxième refuge, c'est la mosquée. Moi, je vais à la mosquée. J'aime bien, c'est calme. C'est paisible. Quand il fait chaud, il fait frais dedans. Quand il fait froid dehors, il fait chaud à l'intérieur. Et je m'y sens bien pour couper avec plein de choses. Et le troisième refuge, c'est le Bazarnaum pour moi. Voilà, j'ai évolué entre ma maison, la mosquée, le Bazarnaum, la maison, la mosquée, le Bazarnaum. Et puis quand je suis pas entre ces trois points-là, ça veut dire que je suis pas en France ou je suis pas à Caen. Your brother just comes and you know that this is your brother. And the communication is not a show. It's a real communication. It's not somebody making an act. Because I can know this. We make prayer, and the more we make prayer, it comes to us. This sensitivity comes more strong. So when you meet somebody, you know, say, yes, I can take food from this person. You don't have to smell it. You don't have to taste it. You can just take it. So this is the thing, and we get to love this man as is my brother, you know, and it's good for me. Yeah, man, for real. Oh, reggae music put Jamaica on top. And you see when them do the big artists were there. Yes, sir. I beg you honor your father and mother. I beg you respect your brothers and sisters. I beg you honor your father and mother.
Malgré les peurs qui paralysent certains d'entre nous, malgré la guerre médiatique qui tente de diviser les peuples en cultivant le mensonge, je garde la foi. Je ne suis pas un profil, je ne suis pas un groupe, je ne suis pas une catégorie, je ne suis pas un peuple. Je suis ce que j'ai décidé d'être, là, maintenant. So long time I no DJ in a dance. So long time I no chant in a dance. We come feel nice of this area. I say we come feel nice of this area. Hey, say dance Africa, dance Africa. Come on, Newcastle, Newcastle. We have fun.